Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, on va commencer par notre focus. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec la série La famille tout écran. Et on regarde un nouvel épisode dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, on va parler d'un musée, Philippine. D'un musée dont je suis sûre que vous ne soupçonnez pas l'existence. C'est le musée de la contrefaçon, oui. Aïe, aïe, aïe. C'est à Paris que ça se trouve. Je vous y emmène faire un tour tout à l'heure. Génial. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Comment l'écriture peut-elle permettre aux enfants de changer le monde, de porter une voix qui est la leur et de mettre en avant les causes qui les touchent? Vous le savez, les problématiques que rencontre notre monde actuellement sont malheureusement nombreuses et les réflexions des enfants sont aussi précieuses qu'engagées. La preuve par l'exemple avec notre invitée Aude Guénaud. Bonjour Aude. Bonjour. C'est un plaisir de vous revoir sur le plateau de l'école du futur. Plaisir partagé. Je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas que vous êtes la fondatrice de Plume et du concours qui fait l'objet de notre émission, les petits Molières. On en parle dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison grâce à la série La famille tout écran, initiée par le Clémy. Et on regarde tout de suite un nouvel épisode. Maman, je fais quoi? Je viens vous sauver. Théo, il est temps que tu apprennes quelque chose sur moi et aussi sur ton père. Je vais devenir chauve comme lui? Pire que ça, on est en fait des fans de disco. Alors, ils étaient pas trop cool tes parents? Ce qui est cool surtout, c'est que à part toi et quelques amis, personne n'a vu cette vidéo. Bah moi, je la regarde en boucle, j'adore. Imagine que cette vidéo, tout le monde puisse la voir ou la partager, ce serait la honte. Revenons-en à toi. Premièrement, tu sais que tu dois pas t'inscrire sur les réseaux sociaux, même si je sais que la plupart de tes amis sont déjà dessus. Deuxièmement, même si tu penses que tout le monde oubliera ces vidéos, c'est faux. Elles laissent des traces. Et on peut facilement les enregistrer, les copier et même les transformer. C'est noté. Bien. Tu sais, chérie, ça me manque. La danse? Les cheveux. Attention, toutes nos publications laissent des traces. Avant 15 ans, les enfants doivent obtenir l'accord de leurs parents pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs publications. Protégez votre intimité, ça vaut plus que des likes. Parole de tablette. Oui, des pompiers? Oui, alors avec ma femme, on est des fans de Dirty Dancing et on vient d'essayer de refaire le porté de Patrick Swayze à la fin et visiblement, j'ai pas la même force. Vous pouvez venir? Comment faire entendre leur voix car elle compte tout autant que celle des adultes dans un monde où la leur, celle des enfants, reste bien discrète. L'écriture pour s'engager, l'écriture aussi pour dénoncer. Voilà tout l'enjeu d'un concours qui a connu un succès retentissant il y a quelques jours, vous allez le voir. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Aude Guénaud, fondatrice de Plume, et donc de ce concours Les Petits Molières. Les Petits Molières, un concours d'écriture engagée, lancé en 2022. Absolument, Par Plume. à l'occasion du bicentenaire en fait, qu'on commémorait de la mort de Molière. On trouvait que c'était toujours d'actualité de pouvoir poser des mots pour critiquer, mais poser des mots aussi pour s'engager et dire en fait, imaginer le monde qu'on souhaite quand on est un enfant. C'est un concours qui s'adresse aux élèves du primaire et du secondaire et qui, je le disais en introduction, a connu un succès retentissant cette année. Vous avez rassemblé 1200 classes et pas moins de 26 000 enfants, je crois. C'est incroyable, oui. On est passé de à peu près 15 000 enfants qui écrivent la première année à 26 000. Donc, on a connu un succès, c'est vrai, assez fulgurant, sans doute en relation avec le fait que... en fait, les enseignants doivent porter aussi une parole autour de l'éducation morale et civique et qu'en fait, s'engager par l'écriture, c'est pas juste un exercice scolaire, c'est un exercice qui permet de s'engager en tant que citoyen et faire résonner sa voix. Et ça me paraît tout à fait fondamental en ce moment. Oui, assez essentiel, effectivement. Alors, vous l'avez fait justement autour de cette écriture engagée pour défendre des causes qui tiennent à cœur aux enfants, par exemple. C'était quoi ces causes? On a eu des écrits tout à fait saisissants. Je pense à une élève de 3e qui a parlé du sujet du viol
dans une économie de mots absolument glaciale et glaçante d'ailleurs, sous forme de poèmes. On a eu le sujet de l'abandon parental, on a eu le sujet de la dévastation de la biodiversité par des élèves de CE1. Donc toutes ces causes, tous ces sujets en fait que les enfants en fait abordent à l'école et dont ils sont dépositaires pour les résoudre en fait dans le monde de demain. Il me semble que avoir les mots justes et être en capacité d'expliciter son indignation, mais aussi la façon dont on pourrait trouver des solutions, c'est très réparateur pour tout le monde en fait. C'est eux qui ont choisi les thèmes, parce que c'est des thèmes quand même assez lourds. Je voyais aussi sur votre site internet harcèlement scolaire, féminicide, désert médical. Absolument. C'est des sujets qui sont pas très... C'est des sujets qui sont très durs. Et la première année, moi, j'ai été très heurtée de voir à quel point des enfants, même petits, sont en capacité d'évoquer des choses qui sont extrêmement violentes. Ouais. Et en oui, réalité, vous me parliez de viol, franchement... Oui, on se rend compte que les enfants sont dans un monde de violence dont ils ne sont absolument pas épargnés. Et il y a une conscientisation en fait des combats qu'il faut mener du côté des enfants qui est absolument effarante. Alors c'est un petit peu effrayant de voir qu'en fait quelque part on n'arrive pas à les en protéger, mais finalement développer un discours pour dire qu'on s'indigne et qu'on s'alarme de sujets dont on cherche à ce qu'ils deviennent des combats, je trouve que c'est chouette pour l'avenir. Et c'est une sacrée maturité aussi de leur part de parler de tous ces sujets-là et de s'engager de cette manière. Alors tout ça, ça s'est notamment passé entre autres dans l'étape finale le 6 juin dernier. Le 6 juin, c'était la remise des prix du concours en présence d'un prestigieux jury au Théâtre Mogador à Paris. Vous avez rassemblé les lauréats ainsi que plus de 40 classes venues de 19 académies différentes. C'était comment ? C'était bouleversant. Bouleversant parce que ces élèves venaient lire leurs textes d'une façon poignante. Et puis, des enfants dans un théâtre, il faut imaginer plus de 1200 élèves dans un théâtre. En fait, il y avait un niveau d'écoute qui était absolument bouleversant. Oui, tout à fait. Et donc, on a eu la joie d'être accompagnés par des auteurs de littérature jeunesse, notamment Jean-Philippe Arovigno, Marie-Aude Muraille, qui ont remis des prix, mais aussi porté des discours politiques sur la nécessité de s'engager grâce à l'écriture. La thématique de l'écriture engagée, c'est une thématique extrêmement ancienne. On pense à J'accuse, etc. Donc, qui ont porté ces discours et ensuite qui leur ont proposé des activités d'écriture créative et d'échange l'après-midi, ainsi que des visites du Théâtre Mogador. Et donc, c'était un événement culturel extrêmement fort pour des enfants qui venaient de toutes parts. Il y a un petit garçon qui est monté sur scène en disant moi je suis contente de m'être levée à 4h du matin, je le comprends aisément. Et la plupart d'entre eux, il faut savoir qu'on a quand même 20% de ces enfants qui viennent de ZEP. En fait, c'est la première fois qu'ils venaient à Paris, c'est la première fois qu'ils rentraient dans un théâtre et c'est la première fois qu'ils allaient dans un événement culturel. Donc c'est un événement qui est très fort de ce point de vue-là, puisque c'est la promotion de la culture pour tous au service de l'engagement. Et c'est une première aujourd'hui en France ? Absolument, c'est le premier concours d'écriture engagée et surtout la seule condition pour venir au Théâtre Mogador, qui est un événement totalement gratuit, tout comme le concours, c'est d'avoir écrit. C'est pas forcément d'être lauréat, c'est l'idée qu'on peut aisément assister à un événement culturel majeur à la condition d'avoir pris la plume. Comment ils ont participé ? Parce qu'avant, j'imagine qu'il y a eu un travail de préparation, sans doute avec leurs enseignants aussi. C'est-à-dire que vous avez fait une campagne nationale et puis vous avez communiqué auprès des profs en disant, des maîtres et des maîtresses sans doute, parce qu'ils sont plus petits, participer et inviter Donc nous, on a de nombreux utilisateurs qui sont des enseignants qui participent à ce concours. Mais on met à disposition justement de tous les enseignants des kits pédagogiques qui sont absolument gratuits, des séquences, des exercices, des témoignages, des vidéos sur des thématiques différentes. L'an prochain, ça sera le sommet de la francophonie, donc on adopte la thématique du sommet de la francophonie qui est refaire le monde, l'engagement par excellence. Et donc, il y aura des enfants qui, cette fois-ci, partout en France, mais partout dans le monde, puisqu'en fait, on sera avec une ONG qui s'appelle Un enfant par la main, qui travaille sur la solidarité internationale et on lèvera des fonds pour cette association. Et donc des enfants partout dans le monde, en partenariat également avec l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, écriront pour dire combien il faut s'engager et combien il est nécessaire que les enfants aient le droit aux droits fondamentaux. Je rappelle, la protection, l'eau et l'alimentation et surtout l'éducation. Donc les droits absolument fondamentaux de ces enfants. Et ce sont des enfants qui rappellent aux adultes combien il est nécessaire que leurs droits soient préservés.
Et c'est ça qui est incroyable. Une voix effectivement qu'on n'entend pas assez aujourd'hui dans notre monde actuel. J'avais une question aussi pour vous, Aude. Apprendre à écrire, c'est ce que vous faites depuis des années. Alors vous savez écrire, mais vous permettez aux autres d'apprendre à écrire, c'est surtout ça. Ça veut dire quoi, apprendre à écrire? Ça veut dire quoi? Ça ouvre quoi comme opportunité aujourd'hui pour un enfant? C'est une question très, très importante et en même temps très difficile, parce que apprendre à écrire, c'est l'idée qu'on est en capacité de faire entendre sa parole. Et donc que son discours compte, que sa voix compte. Et dans un contexte où tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités, il y a beaucoup d'enfants qui ont l'impression que l'écriture et l'écrit en général est un registre qui ne leur est pas permis, parce qu'en fait, l'écrit, c'est quelque chose d'académique qui est compliqué et en fait qui ne sera pas possible pour eux. Et en fait, le concours des petits Molières montre que tous les enfants sont en capacité d'avoir une voix singulière, quelle que soit l'origine, la provenance et l'école. Et tout le monde est en capacité de s'engager pour un sujet qui nous tient à cœur. Donc c'est important. Être une personne qui a une voix qui compte, c'est ça en fait, écrire, laisser une trace en fait. Aujourd'hui, vous souhaitez que cette vision, elle imprègne l'école. On n'en parle pas, évidemment, les enfants apprennent à écrire quand ils sont à l'école, mais vous incarnez cette vision en encourageant justement les enfants à utiliser l'écriture, à déployer aussi leur créativité, leur inventivité, leur réflexion autour de problématiques très actuelles et très contemporaines. Est-ce que votre rêve, peut-être, avec les petits Molières, c'est que en fait, ce soit un truc national au-delà de ce que vous faites aujourd'hui et que ça soit complètement diffusé dans les écoles? Oui, notre vision pour l'an prochain, c'est d'atteindre 50 000 enfants, de permettre à 50 000 enfants d'écrire gratuitement et potentiellement de venir au Théâtre Mogador, dont on va un petit peu repousser les murs. Il va vous falloir plus grand, mais... nombreux, absolument. Notre ambition, c'est d'avoir un événement qui soit national, parce que c'est une nécessité de porter l'écriture pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pas un exercice scolaire, mais l'outil en fait qui permet de façonner la pensée et de devenir un citoyen actif au service d'une République solidaire qui accueille et qui est en capacité en fait de dialoguer, parce que c'est le lien aussi entre les gens, le fait d'écrire et de déployer sa pensée. Ouais, c'est la base de toute société. Et vous le faites très bien avec ce concours Les Petits Molières. Je vous propose de continuer à en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Aude Guénaud, la fondatrice de Plume et du concours Les Petits Molières. Mais Aude, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous avez visité un musée parisien dont peu connaissent l'existence et ça s'appelle le musée de la contrefaçon. Absolument, Philippine. Après le musée des châteaux en allumettes à Tréfléan ou celui des tire-bouchons à Chablis sont des musées qui existent, eh bien, il y en a un autre qu'on n'imaginait pas, le musée de la contrefaçon, situé près de la Porte Dauphine à Paris, ce qu'il montre l'étendue absolument gigantesque du secteur qui, loin de se borner en fait au domaine du luxe, comme on le connaît, eh bien, concerne tous ceux de la production industrielle. Et si l'on regarde les pourcentages donnés sur le site de l'Assemblée nationale, on remarque qu'avant la mode ou les cosmétiques, le tabac écrase tous les autres domaines, 4,7% aussi, par ailleurs, des produits contrefaits sont des équipements électriques. Moi, je l'ignorais. Peut-être plus dangereux encore, les médicaments et les jouets aussi sont également concernés, évidemment sans aucun contrôle des normes concernées. Le tout, donc, pour des milliards d'euros, on estime que 2,5% des produits vendus dans le monde sont issus de la contrefaçon. Ça veut dire que tous les produits qu'on voit dans le musée, ce sont des faux ? Absolument. On a des fausses chaussures de luxe, on a des faux batteurs à eux, on a des faux rétroviseurs, on a des faux préservatifs même. Oui, ça peut être dangereux, effectivement. Alors, qui est derrière ce vaste secteur économique, Jeanne ? Eh bien, pour y répondre, j'ai rencontré la directrice générale d'Unifab. Unifab, c'est l'Union des fabricants pour la protection internationale de la protection intellectuelle. Union qui est à l'origine de ce musée. On l'écoute. Aujourd'hui, la contrefaçon, elle est tenue aux mains des grands criminels, voire des terroristes. Donc, c'est extrêmement industrialisé, c'est mondialisé. Vous avez des usines entières qui fabriquent que de la contrefaçon et pour lesquelles il faut des investissements colossaux. Et aujourd'hui, ces usines, elles sont situées où ? 80% d'entre elles sont situées en Chine. La contrefaçon, elle représente en Chine 8% du PIB, ce qui est quand même absolument colossal. Selon l'Express, elle engage cette industrie de 3 à 5 millions de travailleurs. Et c'est un phénomène qui émane d'une culture chinoise, en fait, de la copie qui est différente peut-être de la conception occidentale, longtemps vue comme un partage communautaire ou aussi comme un moyen de privilégier les productions locales. Ce phénomène, il se ressent d'une façon particulièrement folle dans ce fameux village d'Afen, qui est le village des copieurs de tableaux, où plus de 8000 artisans s'attellent tous les jours à copier les chefs-d'œuvre de l'art occidental, presque à la chaîne en fait. Alors justement, est-ce que ce musée aborde la question du faux artistique ? Absolument, bien que ce soit le faux artistique, un domaine un peu à part de la contrefaçon, qui demande une connaissance de l'histoire de l'art particulièrement fine, où on va utiliser des vieux supports, où on va inventer des vies posthumes des œuvres qui sont le plus possible crédible, avec des faux certificats d'achat. Et au musée de la contrefaçon, il possède une collection de saisines de faux, et notamment un ensemble qui avait fait scandale à l'époque. Ça s'était passé au château de Tours, c'était en 2009. Il y avait une exposition autour d'une artiste russe qui s'appelle Alexandra Exter, et patatras, les autorités, elles avaient fait fermer l'expo puisqu'elle était composée de pas moins de 90% de faux. Le tout sur l'idée d'expertise douteuse, mais aussi d'un somme monumentale pour la ville de Tours, qui avait mis de l'argent dans cette exposition et qui s'est trouvé un peu ridiculisé. Oui, j'imagine. Jeanne, on va changer de sujet maintenant. Vous le savez, on est dans l'école du futur. Est-ce que le numérique a changé les choses dans l'univers de la contrefaçon ? Eh bien, au niveau de la distribution, absolument. Le web, c'est désormais le premier canal de distribution des objets de contrefaçon, avec des chiffres qui ont notamment explosé après le Covid, avec 27% d'augmentation des recettes, selon les chiffres donnés par l'Unifab. La contrefaçon, elle se vend partout. Et plus étonnant, sur les réseaux sociaux. Notamment, 40% des cigarettes de contrefaçon qui sont achetées le sont sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les cyberdouaniers, ils ont remplacé les douaniers, leurs homologues physiques, et ils vont déréférencer chaque année plus que leurs homologues ne le font sur le terrain avec des objets physiques. Et voilà. Et c'est aujourd'hui
tout un champ économique aussi de la répression, de la traque de ces contrefacteurs internautes qui est apparu ces dernières années, notamment avec des sociétés qui en France se sont développées comme Navi ou WebDrone. Et eux, en fait, chacune de ces sociétés développe des solutions basées sur l'IA, notamment, qui est une aide et un camarade pour déceler ces contrefaçons afin de traquer toutes les occurrences d'un produit vendu sur les sites peu fiables, grâce à la vision par ordinateur, grâce aussi à l'analyse automatique des textes, le tout qui peut faire économiser des sommes absolument délirantes aux industries. Et donc, si vous voulez en savoir plus, le musée de la contrefaçon situé à Paris est ouvert du lundi au vendredi après-midi. Et si vous voulez aussi en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de l'UNIFAB. C'est plein d'informations. On va faire ça. Vous connaissiez le musée de la contrefaçon ? Alors, pas du tout. Mais moi non plus. Non, en vrai, c'est vrai que évidemment, vos chroniques sont toujours passionnantes et ça m'intéresserait de voir justement toute l'ampleur du truc. C'est une ampleur délirante. Évidemment, tout est donc... la plupart, c'est situé aux Émirats Arabes Unis, des entreprises ou des industries en Chine et tout, en fait, évidemment importé en Europe. Oui. C'est ça le sujet. Voilà. Malheureusement. Bon, merci beaucoup. En tout cas, Jeanne, on apprend toujours plein de choses. On continue de parler écriture engagée et culture. Je vais vous faire intervenir, Jeanne. Vous allez le voir tout de suite dans la deuxième partie du talk. Jeanne, est-ce que vous aviez déjà entendu parler, je vais y arriver, de cette Molière? initiative Non, de Molière? Je ne connais pas ça. Non, c'est un ancien cousin, mais... Jamais. J'ai jamais entendu parler des Molières. Je ne savais pas que... Enfin, des petits Molières, ouais. Et je me posais la question, est-ce que donc, vous parlez d'une écriture engagée? Il y a donc d'autres concours qui sont faits, ou c'est pas forcément des concours, mais en tout cas des événements qui sont faits pour l'écriture non engagée. Et vous êtes venu donc remplir ce manque, cette lacune qui existe ou... On travaille principalement sur l'écriture engagée, même si toutes les formes en fait sont acceptées pendant le concours. Donc en fait, vous avez des élèves qui font des pièces de théâtre, vous avez des élèves qui font des chansons. Ah, ça c'est intéressant. Vous avez des élèves qui font des vers, vous avez des élèves qui font du rap. Oui, tout à fait, qui viennent interpréter ça. Donc c'est tout à fait un champ ouvert. On peut avoir le champ du journal, on peut avoir... Donc tout est autorisé. La condition seule, c'est ou de dénoncer quelque chose ou de s'engager en faveur de quelque chose. Okay. Donc c'est vraiment le champ de l'écriture engagée pour montrer à quel point écrire, finalement, c'est être au monde et décrire un rapport au monde. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, notre nouvelle génération, celle que vous avez rencontrée dans le cadre de ce concours, on peut dire que c'est une génération engagée? Mais oui, et puis il y a l'idée véhiculée selon laquelle les enfants écrivent moins ou peu, ou pas, qui lisent par rapport aux écrans. Exactement, qu'il y a une espèce d'invasion mortifère des écrans. Alors bien évidemment, il y a des pratiques qui sont sclérosantes pour la pensée. Scroller à l'infini sur TikTok, c'est sûr que c'est peu aidant en termes de déploiement de l'intelligence. Mais je suis frappée par le fait que ces enfants sont des enfants instruits, sont des enfants qui ont des choses à dire. Et je crois que plus que jamais, c'est une génération d'enfants qui va nous étonner et nous bouleverser parce que la réalité qui est la leur est une réalité à laquelle ils doivent faire face et parfois c'est terrifiant. Donc je pense que la radicalité de l'engagement existe en effet dans cette jeunesse. C'est une chose dont on peut se réjouir parce que les combats sont nombreux. Est-ce que vous êtes optimiste malgré tout pour cette nouvelle génération, pour le monde qui les attend et leur capacité à agir pour le meilleur? Je suis résolument optimiste, car je pense, comme Montaigne, qu'une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. J'ai l'impression que ces enfants sont des enfants qui manient toujours l'humour avec une dextérité qui nous étonne. Même au plus jeune âge? Même au plus jeune âge. Je suis admirative des enseignants corps dont je fais partie, mais qui, avec beaucoup d'abnégation, de dévouement, poursuivent en dépit des difficultés à les accompagner. Et ça, c'est une chose qui est très belle et qui donne beaucoup d'espérance aussi sur la façon dont la société va pouvoir se construire. Le dévouement sans faille et aussi l'amour en fait de ces enseignants qui, sur scène, remerciaient leurs élèves d'avoir donné avec autant de sincérité à travers ces écrits. Ça, c'était quelque chose de tout à fait bouleversant. Et ces élèves qui sont reconnaissants, c'est-à-dire qu'on a tous en tête des enseignants qui sont restés mémorables, qui ont changé notre vie. Qui ont changé notre vie. Et là, plus particulièrement,
il y avait des enfants qui remerciaient et qui étaient extrêmement touchés que les enseignants les aient amenés ici et trouvé un quart et trouvé moyen de faire valoir leurs écrits, etc. Et il y a une petite fille, elle était en CP, elle a dit « J'aurais jamais pensé qu'on aurait gagné ». Et elle a éclaté presque en sanglots. C'était tout à fait bouleversant. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on est un enfant, en fonction de là où on habite, de qui on est, que des événements ne nous sont pas destinés. La réalité, c'est que grâce à l'écriture, grâce à l'école, grâce à ses enseignants, tout est encore possible. Et donc, j'invite ces générations à s'engager passionnément, sincèrement, pour s'atteler au combat qui mérite d'être mené. Vous parlez d'école, est-ce que vous diriez aujourd'hui, Aude, que notre école est en quelque sorte le miroir de notre société? Ce que je veux dire par là, c'est que l'école, elle vit depuis des mois, voire même des années maintenant, une véritable crise d'autorité, en chute libre aussi dans la majorité des classements internationaux, parfois critiquée pour ses difficultés à accueillir la diversité, à inclure toute la population, aussi riche qu'elle soit, parmi ses élèves. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'école? Je crois qu'il y a des réalités qui sont des réalités territoriales. Beaucoup de choses se jouent au niveau des écoles. Moi, je vis, grâce à Plume, au milieu d'un très grand nombre d'enseignants. Et je vois des enseignants hyper motivés, acharnés, travailleurs, autonomes, débrouillards, qui trouvent parfois des financements là où personne n'en voit. La réalité se joue vraiment dans les territoires. C'est-à-dire que chaque école a la possibilité d'accueillir, de mener des projets pédagogiques. Et je dirais que c'est difficile de généraliser parce qu'il y a des choses très belles, il y a des exemples de solidarité, il y a des enseignants qui sont extrêmement innovants, qui partagent énormément leurs ressources. Ça, on le voit sur les réseaux sociaux, les enseignants qui partagent les bonnes pratiques. La formation entre pairs, elle est très forte. Il y a aussi des nouvelles pratiques innovantes qui se répandent. Je pense à tout ce qui est fait avec innovation dans la forme scolaire. Je pense aux outils numériques, dont je fais partie, bien évidemment, mais qui montrent avec des études d'impact et d'efficacité combien on est en capacité d'accueillir la diversité. Ouais. Donc, il y a quand même un mouvement vers l'innovation et la personnalisation des apprentissages. Et de ce point de vue-là, je pense que la France a un coup à jouer à continuer d'innover sur ces sujets grâce aux enseignants qui sont véritablement des ressources extrêmement précieuses. Une vraie richesse, effectivement, dans l'éducation nationale. Alors, je rappelle, donc, vous le dites, vous êtes la fondatrice de Plume, vous êtes aussi engagée auprès de l'association EdTech France en tant que VP scolaire et financement privé. Est-ce que vous, qui avez du coup un regard aussi à la fois de l'intérieur, parce que vous êtes fondatrice d'une start-up dans le secteur de l'éducation et de la technologie, l'EdTech, et puis qui les rencontrez aussi par EdTech France, tous ces acteurs, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, et depuis quelques semaines, quelques mois, le contexte politique, il influe sur la volonté d'agir de ces entreprises, sur leur déploiement aussi, et justement pour avoir un vrai impact, comme vous le disiez, auprès des territoires, au plus proche des utilisateurs? Oui, il y a un mouvement quand même d'organisation sur le marché scolaire de l'innovation qu'on ne peut que saluer, notamment avec des marchés tels le P2IA, qui cherchent à faire advenir un certain nombre de solutions sur des savoirs fondamentaux, les maths, le français et les langues, et ça, c'est absolument essentiel. On a en outre le marché TNE qui existe et qui fait valoir plus de 70 solutions qui sont vraiment très intéressantes dès la maternelle, avec une formation destinée spécifiquement aux enseignants et qui vient compléter des équipements qui ont été proposés sur le terrain. Donc on voit en fait la mise en place d'une stratégie quand même organisée et rationalisée sur le terrain pour équiper, former les enseignants et nous mettre dans une dynamique de performance éducative. Et ça, on peut que le saluer. Et moi, je trouve que c'est une chose absolument indispensable. Mais qui s'inscrit dans la durée, parce Absolument. que souvent on dit les changements de ministres, de gouvernement, et c'est vrai qu'il y en a tellement que du coup c'est difficile de s'inscrire dans la durée. Ce sont des actions qui sont menées au long cours, notamment avec France 2030, et qui vraiment sont structurées à cette fin. Là, on travaille notamment avec Oriane Ledroit, qui est la DG donc, de EdTech France, sur les sujets comme le contre-ressources, et qui doit être un atterrissage en fait de toutes ces mesures qui ont trait à l'innovation et permettre de généraliser en fait l'usage numérique tout en respectant la liberté pédagogique qui est absolument fondamentale chez les enseignants.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, notamment avec Plume évidemment, et puis ce concours, les petits Molières, Aude? Je souhaite que les petits Molières permettent à encore de très nombreux enfants de rayonner grâce à l'écriture. J'espère que le sommet de la francophonie sera un beau moment de fraternité, parce qu'il y a de très nombreuses façons de parler français et on s'en réjouit. Ça permet à tous ces enfants de se retrouver autour d'une langue qui est si singulière, si belle et en même temps si diverse. Donc je souhaite un bel essor à ce concours pour l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Aude. Merci infiniment d'être venue nous présenter ce concours et toutes vos nombreuses initiatives en faveur de l'école d'aujourd'hui et de demain. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Plume et donc de ce concours, les petits Molières. Et puis vous revenez l'année prochaine pour nous en parler. Avec plaisir. Bon, génial. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus. C'était votre dernière chronique de l'année. Avant les vacances. Je pense que je vais prendre des antidépresseurs. Je vous le souhaite. Le reste de l'année va être dur, mais je suis ravie de vous retrouver en tout cas en septembre pour la continuité de l'émission. Merci en tout cas à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, on se retrouve dès demain, 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.